Entre deux bouchées, Rémi me glisse. Au fait, je crois qu'il est temps qu'on inverse les rôles, tu ne penses pas? Ces derniers mois, tu t'es passablement occupé de moi. Tu as été là quand j'ai eu besoin de toi, malgré nos différends et nos antécédents. Nous avons surtout parlé de moi et de mon travail avec cette autobiographie. Tu as appris à comprendre mon fonctionnement, tu as vu mon expo. Tu es rentré dans ma tête, j'aimerais entrer dans la tienne, à mon tour, l'espace d'un instant. Je le regarde fixement. À quoi penses-tu, reprend-il, quand tu te contemples la vie comme tu le fais en ce moment même? Montre-moi, monsieur l'écrivain, raconte-moi une histoire, partage ton imagination devant ce théâtre vivant. Allez, s'il te plaît. Une étincelle traverse mes yeux et un petit rictus mon visage. J'accède à sa requête, sans broncher, mais malgré tout touché. Je regarde autour de moi, je m'arrête sur quelques personnages. Au carrefour, juste à côté, il y a ce jeune saltimbanque, perché sur son monocycle géant à faire des jongles à chaque feu rouge. Une salopette bariolée et un chapeau melon sur la tête. Sur le trottoir, il y a ce jeune d'à peine 10 ans, cheveux blonds coupés courts et chemise à carreaux, qui joue du hautbois. À côté de son sac, posé à ses pieds, son cahier de partition dans le vent tourne les pages plus vite que la musique. Et il y a aussi ce junkie en recherche désespérée de sa dope. Après s'être engueulé avec son dealer, il fait toutes les poubelles du quartier dans l'espoir de trouver sa dose. Je vais lui brosser le portrait fictif de chacun des trois à voix haute. Je suis tout ouïe, me lance Rémi. Le clown des rues est un jeune universitaire répondant au prénom de Werner, un étudiant monté à Berlin pour poursuivre ses études en histoire de l'art, un bon choix tant la ville regorge de musées. À son arrivée dans la capitale, après avoir quitté la Ruhr, Werner se met en quête d'un logement. Sur Internet, il regroupe une multitude d'informations, trouve une cargaison d'adresses et contacte plusieurs personnes qui louent une chambre. La colocation s'impose comme la meilleure solution pour un jeune fils d'ouvrier sans grands moyens. À peine descendu du train, il rejoint donc un petit immeuble locatif à 2 km de Potsdamer Platz, son premier rendez-vous. La quinquagénaire, qui possède une chambre vacante, est veuve depuis 6 mois. Pris dans un nid de crabes, son mari a perdu son long combat. La femme, une berlinoise pure et dure, elle est née dans une Allemagne divisée à l'ouest, elle a vécu le discours de Kennedy puis la réunification, le reçoit très chaleureusement. Son appartement, un 3 pièces avec balcon, dispose de tout le confort dont un jeune universitaire peut rêver. Certes, ce n'est pas la vie de château, mais pour un étudiant qui va de toute manière passer une grande partie de ses soirées et un bon nombre de ses nuits dehors, cela suffit amplement. C'est d'ailleurs pour cela, son penchant pour la fête, que le jeune homme n'accepte pas le logement. Il préfère rejoindre une colocation avec des personnes de son âge, des gens susceptibles de partager les mêmes délires, quitte à ce que le salon se transforme en un lieu de beuverie improvisée. Je vois Rémi retenir un petit sourire. Le jeune étudiant prend poliment congé de son hôte, agrippe son sac et son monocycle. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais il est monté à Berlin avec son monocycle. Il fait du cirque depuis l'âge de 10 ans. Il se rend de l'autre côté de la ville, 2 rues derrière Alexanderplatz, pour son second rendez-vous fixé par mail via le site de recherche de logement. Il frappe à la porte, et un jeune homme avec un léger accent ibérique lui ouvre. Il l'invite à entrer et il s'installe sur le canapé. Il taille le bout de gras un moment, puis bien une heure, et boive des bières. Le courant passe bien. L'appartement est déjà occupé par 3 personnes, des étudiants eux aussi. L'Espagnol Jordi, un étudiant Erasmus, et un couple. Il cherche une 4e personne pour se répartir les frais. Notre saltimbanque fait définitivement l'affaire. Marché conclu. Le raccord se scelle à grands coups de houblon, une tournée de bière, puis une autre, et encore une autre, à tel point qu'au coucher du soleil, ils sont tous affalés au milieu du salon, bien éméchés. Qu'importe, les cours ne commencent que dans quelques jours et l'atmosphère est si enivrante qu'ils auraient tort de ne pas se laisser aller un tant soit peu. Rémi m'interrompt. Pour quelle raison ce jeune homme se retrouve à ce carrefour, du tac au tac? J'y viens, j'y viens. Je poursuis. Le jeune étudiant en histoire de l'art a cependant un autre problème, du genre à vous plomber le sommeil. Il lui faut trouver de quoi vivre, de l'argent. Il a obtenu une bourse pour ses études, mais d'un montant guère astronomique. Ce soutien lui permet amplement de couvrir le modique loyer. Werner doit donc trouver un moyen de récupérer quelques euros pour se payer au minimum de quoi manger. Il décide de faire usage de ses talents, persuadé que dans cette ville, tout est possible. Il élabore son stratagème avec minutie. Il recourt à toute sa panoplie de clowns. Il s'habille d'une salopette bariolée, se coiffe d'un chapeau melon, enfile de grosses chaussures et enfourche son monocycle. Perché à 2 mètres du sol, en équilibre, il effectue des numéros de jongle avec des quilles. S'il y a de la place pour les musiciens de rue, les rivières de bitume peuvent très bien accueillir des clowns ou autres jongleurs. Il se repositionne à un carrefour et attend que les feux virent au rouge, que les piétons passent, pour monter sur son monocycle. Il se place devant la file des voitures arrêtées avant de se donner en spectacle. Il bénéficie d'une fenêtre d'action de 20 secondes à l'intervalle régulier. Avant de devoir ramasser ses affaires,
tendre la paume de la main aux différents conducteurs et remonter sur le trottoir pour ne pas se faire écraser en espérant récolter le fruit de son labeur. Oui, le plan peut marcher. Rémi, captivé, me demande alors de lui parler du môme en train de réciter sa partition en pleine rue. Le petit garçon au bois, lui, ne compose pas avec les mêmes incertitudes. À 10 ans, on conserve encore une certaine candeur et l'innocence de son âge, ainsi que des rêves d'enfant. Sa famille de la classe moyenne ne roule pas sur l'or, mais il ne manque jamais de rien, du moins rien d'essentiel. La petite tête blonde profite cependant d'une imagination débordante, une mine remplie de pépites, à tel point que ses parents se retrouvent plus d'une fois avachis sur le canapé, épuisés devant la télé une fois le môme couché. Gustave n'est pas un enfant hyperactif, au sens médical du terme, mais il est plein d'énergie. Dernier d'une fratrie de 3, il a toujours fait en sorte de ne jamais être à la traîne, tenir tête à ses 2 grands frères coûte que coûte, ne jamais leur donner l'avantage, du moins tout faire pour réduire l'écart. Casse-cou, débrouillard, malin, des merdes, il est tout cela à la fois, habité par ce besoin de faire sa place, de se différencier, d'être lui et lui seul et non le frère d'eux. Cette étiquette le poursuit à l'école, il fréquente le même collège que ses aînés, et le même prof que ses frères lors de sa première rentrée scolaire, puis rebelote lors de la seconde, si bien qu'il a toujours droit à cette remarque. « Ah oui, Gustave, toi tu dois être le frère de Peter et Christian. » La première fois, il est fier, persuadé que cela lui donne un petit quelque chose en plus vis-à-vis de ses autres camarades. Il n'est pas un nouveau lit. Il est le frère de Peter et Christian, 2 grands frangins qui ont déjà débroussaillé le terrain. Mais très vite, l'agacement remplace la fierté. Gustave est assez intelligent pour remarquer son erreur. Lui, le Benjamin, n'existe pas en tant que tel, mais à travers ses 2 aînés, catalyseurs du regard des professeurs. Il va donc trouver un moyen de se démarquer. Rémi me coupe. « Ah, pour se démarquer, je le verrais bien faire... Enfin, c'est ton histoire, et tu es moins enclin à verser dans de gros délires. Vas-y, excuse-moi, poursuis. » Le petit garçon songe d'abord à faire la loi dans le préau, être respecté et craint tout à la fois. Voilà une belle idée. Non, cela pourrait lui rapporter plus d'ennui que de satisfaction. Il abandonne donc cette première option. Alors quoi? Que faire? Il ne souhaite pas demander conseil à ses 2 frères et veut trouver la solution tout seul. Diable, une solution existe sûrement. Très vite, il s'aperçoit qu'il a un don, une facilité. Il assimile rapidement la matière, réussit sans trop devoir travailler, au début. Puis il décide d'en faire plus que les autres, et les résultats arrivent, suite logique, naturelle. Après quelques mois et autant de tests, il n'est plus Gustave le frère d'eux, il devient Gustave le premier de classe. Il suscite l'admiration du corps enseignant comme de ses camarades, même si cela ne le met pas à l'abri de quelques jalousies enfantines. Il est doué en littérature, en géographie et en histoire. Mais ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la musique. Son frère aîné, Peter, apprécie le métal. Christian, lui, suit la même lignée. Gustave, pour sa part, aime le classique. Est-ce parce que sa mère, alors qu'il n'était qu'un fœtus, écoutait Mozart et Beethoven en boucle? Ou est-ce simplement un hasard? Toujours est-il que Gustave préfère à l'artillerie lourde des groupes de ses frères la douceur et l'élégance des compositions de petits prodiges et grands virtuoses. Il aime tellement la musique qu'un jour, il demande à ses parents de l'inscrire à des cours particuliers, du piano pour débuter. Puis il bifurque sur les instruments avant, la flûte, et pour finir le hautbois. Il adore le Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Lors de chaque cours, de chaque répétition, il met toujours une application extrême. Son côté perfectionniste, briller, exceller. Toujours, tout le temps. Lors des premières séances, il impressionne directement son moniteur. Dextérité, talent, don, appelle cela comme tu le désires, une certitude. Gustave a quelque chose, ce petit plus qui le rend spécial, unique. Tu dois peut-être lire la fin sans donner le résultat. Ouais. Non, tu ne le donnes pas. Attends, celui-là. Ouais. Me vient alors la fin de mon récit. Les 3 jeunes ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, mais se retrouvent poussés par le même dessein, gagner facilement de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Des pulsions primaires. Certes, celles-ci ne sont pas du même ordre, pas de même nature. L'un veut se payer une vie d'étudiant décente, l'autre souhaite s'offrir les hobbies de ses rêves, et le troisième désire s'acheter une survie mentale à défaut d'être physique. Tous ne rencontrent pas le même succès. Le saltimbanque se heurte aux vitres bien fermées des voitures, les conducteurs refusant d'ouvrir leur portefeuille. Le junkie est toujours en train de chercher de quoi soulager son état de manque, les nerfs à fleur de peau. Seul le petit garçon, aussi surprenant que cela puisse paraître, s'en sort. Les passants s'arrêtent, lui glissent quelques euros dans la petite boîte en métal prévue à cet effet. Une fois sa caisse bien remplie, la petite tête blonde ramasse son sac, son cahier et son argent et poursuit sa route. Et Rémi et moi, nous restons là, tous les deux sur cette terrasse, heureux sans plus dire un mot.
je redoutais cet exercice, c'est passé. Donc... T'as retourné à sa table pour signer quelques livres. Voilà. Voilà. Puis ça va retrouver. Merci beaucoup. Merci. Merci.